tu as décidé de prendre ton épargne en main et d'investir en bourse. Excellent choix. Cependant, devant l'infinité de stratégies qui s'offrent à toi, tu hésites. Dois-je investir dans Air Liquide, LVMH et L'Oréal, de solides entreprises françaises? Ou plutôt privilégier de gros dividendes avec Total Energy, Orange ou Crédit Agricole pour me générer des revenus réguliers? Ou encore investir de façon plus large sur les entreprises américaines au travers d'un ETF S&P 500. Dans cette vidéo, je te présente la stratégie qui a littéralement changé ma vie en tant qu'investisseur il y a quelques années. C'est d'ailleurs celle que je recommande lorsqu'on me demande en premier lieu comment investir en bourse. Celle à travers de laquelle je fais investir ma femme, mon père ou encore ma grand-mère. Je te présente donc ici la meilleure et unique stratégie à appliquer pour investir en bourse qui minimise à la fois les impôts et tes frais tout en explosant ta performance. Reste bien jusqu'à la fin car je te donne tous les noms et toutes les références pour l'appliquer très facilement. Allez, c'est parti! Évacuons tout d'abord la question fiscale. En France, le dispositif le plus optimisé pour investir en bourse est le plan d'épargne en action, PEA. Pour faire simple, tes gains sur PEA sont imposés à 17,2% alors qu'ils le sont à 30% sur les autres enveloppes. Imaginons 10 000 € placés à 10% par an sur 30 ans. Ça n'a rien d'extravagant, c'est juste la performance boursière moyenne depuis plus d'un siècle. Toutes choses égales par ailleurs, tu obtiens après impôt 141 000 € sur compte titre, après paiement de 56 000 € d'impôts, 156 000 € sur PEA, après paiement de 32 000 € d'impôts, et 143 000 € sur assurance vie, après paiement des frais et de 28 000 € d'impôts si le capital est retiré progressivement pour profiter au maximum des abattements. Faire le choix du PEA vous fera donc gagner environ 15 000 € par rapport aux autres enveloppes. Je vous ferai remarquer que c'est une somme supérieure au montant initial placé dessus. Bien entendu, tout ce que je dirai sera donc applicable sur PEA. Le deuxième élément indispensable pour maximiser la performance est de minimiser les frais récurrents. Si tu ne t'en préoccupes pas, ces derniers vont tout simplement détruire le résultat de tous tes efforts. Toujours en partant de nos 10 000 € placés à 10% par an durant 30 ans, si je les place sur un fonds géré activement à 2% par an, j'obtiens en fin de période 109 000 €. Si à la place, je les investis sur un fonds passif à 0,2% par an, j'obtiens 187 000 €. La différence est uniquement liée à la différence de frais, la performance étant égale dans les deux cas. Incroyable. Le portefeuille présenté ici va donc broyer les frais en les réduisant quasiment à néant. Troisième et dernier point essentiel, construire un portefeuille équilibré et performant. Lorsque l'on parcourt la liste des fonds disponibles sur PEA, ce sont plus de 3000 possibilités qui s'offrent à nous. Certains sont totalement passifs, à faible frais et achètent pour vous des paniers d'actions répondant à des critères définis à l'avance. Il s'agit des ETF pour Exchange Traded Fund. Par exemple, un ETF CAC 40 va suivre pour vous la performance des 40 plus grandes entreprises françaises. A contrario, la majorité des 3000 fonds éligibles au PEA sont dits actifs. Dans ce cas-là, un gestionnaire va faire évoluer la composition du fonds au cours du temps selon ses convictions. La performance de ce type de fonds repose ainsi totalement sur le talent du gérant et supporte des frais élevés pour rémunérer ce travail. Soyons clairs, il est très rare que de tels fonds surperforment le marché, c'est-à-dire arrivent à battre un simple ETF passif. C'est d'ailleurs ce constat qui a amené Jack Bogle à créer le premier ETF en 1976. Et depuis, rien n'a vraiment changé. Fin 2022, sur un total de 2132 fonds, aucun gérant n'a réussi à surperformer un simple ETF américain de façon récurrente sur 5 années consécutives. Aucun. C'est le titre d'un article du New York Times basé sur une étude de Standard & Poor's sur le sujet. D'ailleurs, si l'on prend la version 2023 de cette étude et en Europe, seuls 7% des gestionnaires actifs ont réussi à battre leur référence sur 10 ans. Pourquoi donc prendre le risque de choisir un fonds actif lorsque vous avez 93% de chances de faire mieux avec un simple ETF passif qui de plus vous facture très peu de frais? D'ailleurs, cet argument balaye à lui seul la tentation de choisir soi-même ses actions. Si ces fonds qui gèrent des milliards d'euros avec les plus grands cerveaux de la planète à disposition n'arrivent pas eux-mêmes à battre le marché, comment le pourrais-je, moi, simple particulier, avec un temps et des ressources très limités? Cela est tout simplement
quasiment impossible. D'ailleurs, aussi solide et prometteuse que soient Hermès, Airbus ou Vinci, toutes les entreprises finissent par décliner. Il n'y a qu'à voir Nokia, le leader incontesté des téléphones portables dans les années 2000, la crème de la crème des entreprises technologiques, le Apple du siècle dernier. Bref, tu as compris. Nokia a vu son prix d'action chuter de 55 € à son apogée dans les années 2000 à seulement 3 € aujourd'hui. Comment prévoir cela? Comment couper sa position? Comment savoir s'il s'agit d'une baisse temporaire ou définitive? Je ne veux pas avoir à me poser ce genre de questions sur mon portefeuille. Étant pondérés par capitalisation, les ETF répondent parfaitement à cette problématique en vendant progressivement les entreprises en perte de vitesse pour les remplacer par des entreprises montantes. Aucune réflexion, tout est automatisé pour vous. Pour toutes ces raisons, je veux donc exclusivement investir sur des fonds passifs à faible frais dans mon PEA. C'est de très loin la meilleure option pour investir en bourse et cela constitue mon premier critère de choix, laissant 170 possibilités pour construire mon portefeuille. Critère suivant, je veux que le fonds dans lequel j'investis cote dans ma devise locale, c'est-à-dire en euros. Cela ne change rien à la performance, mais évite les frais de change facturés par mon courtier lors des achats et des reventes de mes positions. Cela élimine ainsi une vingtaine de fonds supplémentaires. Enfin, troisième et dernier critère, je veux une exposition globale aux marchés mondiaux. Or, lorsque l'on analyse les 150 ETF restants, on trouve tout un tas de fonds très hétérogènes. Certains vous permettent d'investir avec des critères géographiques précis, d'autres sur des secteurs définis, comme l'eau, le pétrole, ou en excluant certaines entreprises qui ne seraient pas assez vertueuses du point de vue environnemental. On se retrouve ainsi avec plusieurs centaines de combinaisons possibles selon les critères retenus. Pour autant, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule version de notre planète. Choisir arbitrairement d'exclure certains aspects ou au contraire de focaliser sa stratégie sur d'autres n'est que pure spéculation. Comment sélectionner le secteur, le pays ou je ne sais quel critère qui surperformera lorsque tous les meilleurs gérants échouent à cela? À l'origine, ces fonds sont d'ailleurs créés de toutes pièces par les émetteurs pour suivre les tendances à la mode. L'hydrogène est sur toutes les lèvres? Très bien, sortons un fonds sur la thématique pour attirer de nouveaux capitaux et donc facturer plus de frais aux investisseurs. C'est ainsi que l'on se retrouve avec plusieurs dizaines d'itérations différentes d'une seule et même planète, la nôtre. Comme je l'ai dit précédemment, je ne me considère tout simplement pas capable de faire les bons choix. Je vais donc chercher à reproduire les marchés mondiaux dans leur ensemble sans filtre. La base de mon portefeuille sera donc l'ETF le plus large trouvable sur PEA, à savoir le iShares MSCI Swap PEA WPEA. Ces frais sont les plus bas du marché à 0,25% par an. Avec ce seul fonds passif, vous êtes exposé à 1500 entreprises de 23 pays développés. Les États-Unis pèsent pour 70%, l'Europe 15% et le Japon 6%. On note tout de suite l'absence des pays émergents. Or, ceux-ci font partie intégrante de notre monde. Il est d'ailleurs fort probable que le leader de demain soit chinois, indien ou brésilien. Je ne veux pas rater cette opportunité. Les pays émergents représentent environ 40% du PIB mondial, mais leurs entreprises ne pèsent que 11% de la capitalisation mondiale. Par conséquent, allouer 15 à 20% de son portefeuille aux émergents peut sembler équilibré. Pour cela, j'utiliserai le Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG, PAEEM en abrévié, qui investit sur 500 entreprises respectant des critères environnementaux, pas le choix ici, sur 23 pays émergents. Avec seulement ces deux fonds, vous venez ici de construire un portefeuille qui se gère tout seul, à très faible frais, 0,22% en moyenne, dans l'enveloppe fiscale la plus intéressante et qui vous expose à la totalité des marchés mondiaux en investissant dans 2000 entreprises de 46 pays. Sa répartition globale est d'ailleurs très équilibrée, 40% États-Unis, 15% Europe, 15% émergents et à peu près 5% Japon. Honnêtement, cette allocation est déjà très complète et on aurait pu s'arrêter là. Mais les plus pointus d'entre vous rajouteront un troisième ETF pour compléter ce portefeuille. En effet, celui-ci n'inclut que des grosses et moyennes entreprises. Or, le monde comporte également sa part d'entreprises de taille plus petite qui, bien que plus risquées, offrent en théorie une performance meilleure sur le long terme.
Celle-ci pourrait représenter environ 10% du portefeuille. 2. L'ETF Monde suit une répartition des entreprises par capitalisation. Cela signifie que plus la valeur d'une entreprise sur les marchés est élevée, plus elle sera représentée au sein de l'ETF dans lequel vous investissez. L'ETF Monde est ainsi composé à 70% d'entreprises américaines, alors que l'Europe ne pèse que 15%. Or, en termes de création de richesse globale, les États-Unis représentent 30% du PIB mondial contre 23% pour l'Europe. La répartition par capitalisation surpondère donc les entreprises américaines qui sont fortement valorisées en bourse comparativement à la création de richesses du pays. Et pour l'Europe, c'est l'inverse. Une façon de concilier les deux approches, par capitalisation et par PIB, serait de renforcer légèrement la poche européenne au détriment de la poche américaine, pour arriver sur un entre-deux. Ces deux lacunes que je viens de vous présenter peuvent être comblées en ajoutant un troisième fonds au portefeuille. Il s'agit du Amundi MSCI EMU Small Cap ESG avec des frais à 0,4% par an. Son utilisation reste optionnelle à mon sens et l'investisseur qui s'en tiendrait au portefeuille monde plus émergent couvrirait déjà l'immense majorité de la création de richesses de notre planète. Mais ceux qui veulent une allocation encore plus complète utiliseront sur PEA 75% d'un ETF monde, 15% d'un ETF émergent et 10% d'un ETF Small Cap Europe. Ce portefeuille vous expose à 52% États-Unis, 21% Europe, 13% émergent, 5% Japon, avec une répartition à 90% dans les grandes et moyennes entreprises, complétée par 10% de petites entreprises. Et le tout en utilisant deux émetteurs différents, Amundi et iShares, réduisant ainsi le risque associé à chacun d'entre eux. Une allocation simple, totalement optimisé fiscalement et au niveau des frais 0,25% seulement, qui est extrêmement équilibré pour profiter des créations de richesses mondiales où qu'elles se produisent dans les décennies à venir. Mais ce portefeuille n'est que le début car il ne couvre que la partie action de ton portefeuille. Pour équilibrer encore davantage ce dernier, tu dois absolument diversifier ton patrimoine entre différentes enveloppes fiscales et classes d'actifs. La vidéo qui s'affiche à l'écran montre comment faire de A à Z via une assurance vie cette fois-ci. C'est le complément idéal à ce que j'ai dit ici, donc regarde-la, c'est indispensable. Tu trouveras comme toujours tous les liens des courtiers que j'utilise personnellement en appuyant sur plus sous la vidéo. Rien ici n'est un conseil en investissement, je présente uniquement mes réflexions personnelles. Investir comporte un risque de perte en capital.